Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, j'ai la chance de me trouver en plein cœur du désert de Moab, d'où les verts fumés. Il fait très chaud ici, la lumière est très forte et je me trouve au centre d'essai de Hyundai et de Kia pour découvrir le nouveau Kia EV9 2024 qui sera commercialisé d'ici la fin de l'année sur le marché nord-américain. Un véhicule qui risque de changer la donne dans le monde des véhicules électriques. On sait qu'il y a beaucoup de demandes pour des VUS qui sont capables de convenir à des familles, qui sont capables de remorquer, qui sont un peu plus spacieux que des VUS compacts. Et Kia est le premier constructeur littéralement à débarquer avec un véhicule de ce genre-là qui va pouvoir être rechargé à grande vitesse. Bon, évidemment, si on fait fi de certains produits de luxe comme le Tesla Model X, comme le Mercedes-Benz EQS SUV, mais dans ce segment de véhicules-là, Kia est carrément pionnier. On débarque avec un véhicule dont le format est légèrement plus grand que celui d'un Telluride. Alors, le véhicule est un petit peu plus long, un petit peu plus bas. Véhicule qui est quand même assez imposant parce que c'est un véhicule aux dimensions généreuses avec beaucoup d'espace à l'intérieur, capable d'accueillir 6 ou 7 occupants, tout dépendant de la version que vous allez choisir. Il y en a 4 au catalogue canadien, 5 sur le catalogue américain. Alors, un véhicule qui promet énormément. Et je veux commencer par parler du design parce que pour moi, c'est un des éléments clés de ce véhicule-là. Il est très joli à regarder. Goût personnel, vous allez dire, mais je trouve que le design est totalement réussi, non seulement sur le plan esthétique, mais aussi sur le plan aérodynamique, puisqu'on obtient un coefficient de traînée de seulement 0,28, ce qui est de loin supérieur aux autres produits électriques de la grande famille Hyundai Kia. Bon, évidemment, je fais exception de l'Ioniq 6, qui est une voiture extrêmement aérodynamique, mais on a un coefficient aérodynamique ici qui est même meilleur que celui de l'Ioniq 5, ce qui est quand même pas peu dire puisqu'on a un véhicule très massif, très angulaire, un véhicule de 5800 livres. Alors, c'est un tour de force en ce qui me concerne. Maintenant, quelques éléments clés en matière de design. D'abord, il faut savoir que selon la version que vous allez sélectionner, les jantes vont varier au niveau des dimensions de 19 à 21 pouces. Je vous l'accorde, le design des jantes, c'est peut-être pas ce que de plus impressionnant et peu importe la version, ça ressemble beaucoup à ce que vous voyez présentement. Alors ça, c'est un choix de la part des designers de Kia. Mais un des éléments que je trouve personnellement intéressant, c'est le fait qu'on puisse personnaliser l'éclairage des feux de jour à l'avant, donc des feux à DEL qui pourront varier au niveau du design, au niveau de la présentation extérieure en fonction de la programmation que vous pourriez faire personnellement. Donc, il y a moyen de personnaliser son véhicule uniquement par le pattern de lumière qu'on va placer à l'avant du véhicule. On ne peut pas le faire à l'arrière, évidemment, mais la signature visuelle du véhicule pourra varier d'un modèle à l'autre de par le choix du conducteur lui-même. Alors ça, c'est particulièrement intéressant. Il y a un choix de couleur aussi qui est particulièrement intéressant. Évidemment, 4 versions de disponibles, comme je vous le mentionnais. Alors, ça commence avec la version Light, qui est la seule à 2 roues motrices, donc une version propulsée. Ensuite, viennent 3 versions à 4 roues motrices, les versions Wind, Land et GT Line, que vous voyez ici. Personnellement, je crois que la version Land sera la plus populaire. 4 roues motrices, roues de 20 pouces, un équipement qui est très généreux à bord, mais sans nécessairement quelques éléments superflus que vous allez retrouver sur la version GT Line, incluant ces roues de 21 pouces, qui vont venir évidemment affecter l'autonomie du véhicule, qui dans le cas d'une version à 4 roues motrices est annoncée à 435 km avec une batterie de 99,8 kWh, donc autonomie à 435 km, mais à 391 dans le cas de la version GT Line, parce qu'évidemment, on a plus de résistance au sol en raison de ces roues qui sont surdimensionnées par rapport aux autres. Si vous optez pour la version propulsée maintenant, bon, évidemment, la puissance n'est pas la même, mais vous allez avoir 480 km d'autonomie, toujours avec cette batterie de 99,8 kWh. Alors évidemment, ça ne sera pas un véhicule extrêmement rapide puisqu'avec 201 chevaux de puissance seulement, Kia annonce un 0-100 km/h en 8,8 secondes, alors qu'avec la version 4 roues motrices, on parle d'un 0-100 km/h en 5 secondes tout juste. Il faut dire qu'ici, la puissance est nettement plus intéressante. C'est 379 chevaux,
443 livres-pieds de couple et jusqu'à 516 livres-pieds de couple dans le cas de cette version GT Line parce qu'on obtient un mode Overboost qui permet d'avoir une accélération plus rapide ou plus de puissance et de couple pour une période momentanée. Bon, évidemment, il y a différents modes de conduite sur ce véhicule-ci. Les modes éco, normal, sport, le mode neige également. Lorsque vous placez le véhicule en mode sport, pas besoin de vous dire que l'accélération initiale est plus intéressante, mais là, ça arrête les différences parce qu'au niveau des éléments suspenseurs, de la fermeté de la direction, ça change absolument rien. Donc, il y a beaucoup de modes de conduite pour pas grand-chose. Alors ça, c'est peut-être une petite déception, si vous voulez mon avis. En revanche, ce qui est intéressant avec ce véhicule-ci, c'est bien sûr sa capacité de remorquage, qui est la même que celle d'un Kia Telluride, donc fixée à 5000 livres. Et ce véhicule-là va vous offrir cet avantage de pouvoir afficher une autonomie calculée en fonction du poids de la remorque que vous allez avoir. Alors ça sera très intéressant. Bon, évidemment, le 435 km annoncé pour le Kia EV9 avec 4 roues motrices, c'est dans des conditions idéales. Qu'en sera-t-il l'hiver avec une remorque de 4 ou 5 000 livres? Vous pouvez considérer que ça sera facilement coupé de moitié, mais à tout le moins, le véhicule sera capable de le faire. Et rares sont les véhicules qui offrent une telle capacité de remorquage, évidemment 100% électrique. On exploite ici, bien sûr, la plateforme EGMP bien connue du côté de chez Hyundai Kia. Alors, cette plateforme EGMP qu'on utilise sur l'Ioniq 5, sur l'Ioniq 6, qu'on utilisera aussi sur le futur Ioniq 7 qui sera basé sur ce véhicule-ci. Chez Kia, c'est évidemment la EV6 qui exploite cette plateforme-là, alors que du côté de chez Genesis, bien, pensez au GV60 notamment. Alors, on multiplie les véhicules basés sur cette même plateforme je trouve intéressant qu'on puisse prouver que cette technologie-là est efficace et fiable. Jusqu'à maintenant, ce n'est pas une technologie qui a présenté beaucoup de problèmes, heureusement. Donc, vous allez retrouver essentiellement les mêmes caractéristiques que vous allez avoir sur une EV6. Donc, la possibilité de charge inversée avec le système V2L, jusqu'à 1900 watts d'énergie qu'on peut utiliser avec le système V2L à partir du véhicule, qui peut devenir une génératrice à votre domicile si jamais vous avez ce besoin-là. Il faut être équipé, bien sûr, en conséquence. Mais il y a beaucoup de technologies ici et le temps de recharge est très rapide. On parle d'une vitesse de recharge maximale à 230 kW, d'un temps de recharge de 10 à 80 % en 25 minutes à peine dans des conditions idéales. Alors, ça permettra justement à certains utilisateurs de pouvoir se recharger rapidement. Et c'est la même technologie que vous allez retrouver encore une fois sur l'Ioniq 5, l'Ioniq 6 et sur la Kia EV6 qu'on commercialise et qui a gagné le prix du jury nord-américain de l'année, c'est-à-dire le VUS nord-américain de l'année en 2023, jury dont je fais partie. Présentement, sur la piste d'essai avec le V9, la première constatation que je peux faire, évidemment, j'ai roulé le véhicule pendant quelques heures pour pouvoir l'apprivoiser davantage. Bien, c'est un véhicule qui est très stable, ultra silencieux. Non seulement c'est un véhicule électrique, mais on a travaillé pour que le véhicule soit bien insonorisé. Il y a d'ailleurs du verre laminé conçu pour ça sur le véhicule, des matériaux isolants qu'on ne va pas retrouver ailleurs chez Kia, même dans le Telluride, par exemple. Alors, il y a une belle amélioration de ce côté-là. Et côté dynamique, ce qui m'impressionne le plus, c'est certainement pas le fait qu'on ait 5 modes de conduite, parce qu'entre vous et moi, ça change absolument rien. Que vous mettiez ça en mode sport ou en mode normal, c'est seulement l'accélération initiale qui va s'en ressentir, mais sinon, c'est exactement du pareil au même. Par contre, il faut que je vous dise que le véhicule ne fait pas sentir son poids. Et ça, pour moi, c'est un des plus beaux avantages d'un véhicule électrique. On sait que le poids, c'est un ennemi sur un véhicule électrique, mais dans ce cas-ci, c'est absolument pas le cas. Écoutez, c'est 5800 livres le poids de ce véhicule-ci. On ne le ressent pas du tout. Les transferts de masse ne sont pas trop importants. Il faut dire que les voies sont larges, le centre de gravité est bas, mais quand même, ça donne l'impression d'un véhicule qui a été nettement mieux développé, même que la Kia EV6. Et pourtant, on va utiliser la même plateforme que la Kia EV6, donc cette fameuse plateforme EGMP que Kia et Hyundai exploitent un peu partout. Mais dans ce cas-ci, franchement, j'ai été impressionné. Il faut que je vous dise que le véhicule que je conduis présentement est doté de roues de 21 pouces, mais j'imagine que la grande majorité des gens au Québec opteront pour les roues de 20 pouces qui vont peut-être être mieux adaptées à nos besoins.
Alors clairement, il y a une force d'accélération qui est très impressionnante, 379 chevaux, 443 livres-pieds de couple, mais jusqu'à 516 avec le mode Overboost dans le cas de la version GT Line. Donc, pour un VUS à 3 rangées de sièges, évidemment, cette puissance-là impressionne. Ce n'est pas aussi rapide qu'un Model X, par exemple, de chez Tesla, mais l'objectif n'est certainement pas celui-là. En fait, ici, c'est un objectif d'équilibre. On sent la qualité, on sent que le véhicule est parfaitement balancé. Évidemment, il y a différents modes de régénération, différents degrés de régénération en décélération, devrais-je dire, ce qui fait en sorte qu'on peut complètement immobiliser le véhicule sans exploiter les freins, sinon rouler comme avec un véhicule à essence normale où la décélération est à peine perceptible. Alors ça, c'est selon évidemment l'humeur du moment, selon les désirs du conducteur. Autre truc que j'aime bien, c'est le fait qu'on puisse arrimer une remorque jusqu'à hauteur de 5000 livres sur ce véhicule-ci et qu'en fonction du poids de la remorque qui sera détectée par le véhicule, bien, on va avoir une autonomie qui va s'afficher et qui va évidemment varier à la hausse ou à la baisse selon le poids de la remorque. Je rappelle, l'autonomie maximale pour ce véhicule-ci avec les 4 roues motrices, c'est 435 km, mais dans le cas de la version GT Line, on tombe à 391, évidemment en raison du fait qu'on a des roues de 21 pouces. Sinon, bien, avec des roues de 19 ou 20 pouces, on va avoir une meilleure autonomie, ça c'est évident. Je trouve ça d'ailleurs dommage que la version GT Line ait uniquement droit à des roues de 21 pouces parce que ça sera un handicap chez nous. Autre handicap, faut mentionner que cette version GT Line est uniquement livrable en configuration à 6 passagers. Alors pour ceux qui voudraient avoir une banquette 3 places à la seconde rangée, il faudra choisir une version inférieure au modèle GT Line. Et ça, pour moi, je pense que ce n'est pas une stratégie intéressante. Je suis persuadé qu'il y a plusieurs acheteurs au Québec, au Canada, qui voudraient avoir le plus d'équipement possible, mais avec une configuration 7 passagers. Est-ce que Kia révisera son choix pour 2025 à suivre? Mais en attendant, c'est un petit handicap. Position de conduite maintenant, j'adore. La visibilité, pas besoin de vous dire que c'est impeccable. Il y a énormément de surface vitrée sur ce véhicule-ci. Alors, il n'y a pas d'angle mort, littéralement. L'écran qui se trouve devant nous, évidemment, c'est quelque chose de connu chez Kia, chez Hyundai. 2 écrans superposés de 12,3 pouces avec une infographie qui est tout à fait à jour. Beaucoup d'icônes, ça demande adaptation. Mon collègue Mathieu Roy m'avait fait remarquer plusieurs anomalies à ce niveau-là. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on est venu ajouter sur le EV9 un petit écran central situé entre les 2 écrans de 12,3 pouces, lequel est uniquement destiné au chauffage et à la climatisation. Alors, si vous optez pour une EV6, par exemple, vous allez avoir des commandes haptiques qu'il faut interchanger avec les commandes du système de divertissement, un peu complexe, alors qu'ici, bien, on a un écran dédié pour ça. C'est vraiment bien fait, c'est facile à consulter. Le seul petit bémol, c'est que le cercle du volant vient un peu cacher la vision de ce petit écran-là. Il faut légèrement s'incliner la tête pour l'apercevoir, mais rendu là, c'est pas grand-chose. Sinon, bon, évidemment, beaucoup d'espace, beaucoup de rangement, une console centrale flottante qu'on peut faire coulisser avec un accès facile pour les passagers arrière. On a vraiment pensé à tout. Les sièges de la 2e rangée qui vont s'incliner et se rabattre automatiquement pour pouvoir faciliter l'accès à la 3e rangée. Alors ça, c'est vraiment une caractéristique intéressante. Vous pouvez les replier depuis l'arrière comme en ouvrant les portières latérales. Accès très facile un peu partout et peu importe où vous prenez place à bord du véhicule, beaucoup de confort, beaucoup d'espace, même à la 3e rangée pour moi qui fait 5 pieds 10, j'ai suffisamment d'espace, j'ai un niveau de confort qui est très honnête et toutes les prises de charge pour les appareils mobiles sont disponibles, peu importe l'endroit où on prend place. Alors, c'est vraiment un véhicule qui, au niveau de l'habitacle, est bien développé. Seul petit reproche que je pourrais lui faire, c'est très sombre, c'est très noir. Est-ce que c'est unique à la version GT Line? Oui, effectivement, mais encore une fois, on aurait peut-être aimé avoir un choix de teinte intérieure, ce qu'on ne propose pas dans cette version-ci, qui sera le modèle le plus équipé. Attendez-vous peut-être à ce que Kia pousse la chose un peu plus loin en 2025-2026 parce que moi, je suis persuadé que ce véhicule-là va devenir un game changer dans l'industrie, un véhicule qui va être extrêmement convoité. Et ça, bien, ça veut dire que on risque d'attendre un peu au concessionnaire pour pouvoir mettre la main sur sa propre unité.
Alors ici au centre d'essai de Mojave en Californie, un endroit qui est magnifique, une terre de prédilection pour mettre à l'essai des véhicules. Bon, on a pu conduire le EV9 en différentes conditions, à haute vitesse sur un anneau jusqu'à 100 000 à l'heure en conduite totalement autonome. Donc on nous a prouvé que la technologie fonctionnait très bien. On a aussi conduit le véhicule en situation hors route, pas toujours dans des situations qui étaient extrêmes, mais à tout le monde on aura pu mettre à l'essai le système d'assistante de descente en pente qui fonctionne extrêmement bien. On a pu aussi sentir que le véhicule était vraiment solide, facile à conduire, silencieux encore une fois, je vous l'ai mentionné. Bref, c'est un véhicule qui est très intéressant à conduire, très polyvalent aussi. Alors, ça risque de convaincre énormément de gens. Quelques petits gadgets aussi qu'on a ajoutés à ce véhicule-ci qu'on n'obtient pas, par exemple, avec le V6, c'est la possibilité d'avoir sa clé appliquée au téléphone mobile. Il y a aussi des mises à jour par nuage qui peuvent être faites et dans le futur, on pourra télécharger de futures options qui pourraient être offertes sur le véhicule, mais qui n'y sont pas actuellement, évidemment par abonnement. Alors ça aussi, c'est intéressant. Et je termine en mentionnant que le Kia EV9 qui sera vendu aux États-Unis sera fabriqué aux États-Unis, alors que la version canadienne, elle, sera fabriquée en Corée du Sud. Évidemment, bien, on comprend pourquoi. Aux États-Unis, un véhicule électrique qui est vendu ici n'est pas éligible à des crédits s'il n'est pas fabriqué sur le territoire nord-américain. Alors, c'est la raison pour laquelle on va concentrer la production du EV9 pour le marché local, alors qu'au Canada, ce n'est pas nécessaire d'y aller de cette option. Alors, on va fabriquer les EV9 du côté de la Corée du Sud. On n'a pas encore les prix, évidemment, mais on peut s'attendre à ce que le véhicule soit offert sous la barre des 65 000 afin que ce dernier soit éligible à certains crédits gouvernementaux canadiens. Ne vous attendez pas à ce que la version GT Line soit éligible. Elle, on peut s'attendre à une facture qui sera au-delà des 80 000 mais il faut dire qu'il y a énormément de matière dans ce véhicule-là et ça risque de convaincre énormément d'acheteurs. En tout cas, moi, j'ai été convaincu par ce produit-là. Ça va connaître un succès garanti chez nous. Et je crains une seule chose, c'est évidemment sa disponibilité, les listes d'attente qui risquent d'être très longues, malheureusement.